Un livre qui nous suit, un livre qui nous détermine, peut-être un livre de chevet qu'on relit plusieurs fois, qui nous accompagne physiquement, auquel on tient, que l'on cite. Et il peut y avoir aussi des livres qui nous structurent, qui nous conditionnent même, en creux. C'est-à-dire qu'on les a lus une fois, peut-être deux, pensant qu'il s'agissait d'une lecture parmi d'autres. Et à un moment donné, on se rend compte que ce que l'on fait, ce que l'on dit, notre comportement, se trouve au-delà de ce qu'on pouvait penser au moment de la rencontre entre le propos et soi. Que ce livre-là, en fait, est fondamentalement structurant. Et bon, moi, si j'avais spontanément eu à répondre à la question sans trop réfléchir, bon, quel est le livre qui compte le plus, ça aurait été sans doute Le Capital de Marx ou peut-être plus fondamentalement un livre de poésie, tout simplement, de Gilles Vigneault, parce que Gilles Vigneault m'a permis de quitter ma région et de quitter la dimension strictement pratique de la langue quand j'étais adolescent pour comprendre que la langue permettait de faire plus que commander un sac de chips, quoi. Mais au fond, s'il y avait une réponse en y pensant bien, plus juste, ce serait le traité de l'autorité politique de Spinoza, bon, qui repose sur l'éthique. Dans ce livre, l'éthique, les deux livres vont de pair, mais je considère le traité de l'autorité politique comme étant, au fond, révélateur du dessein de la pensée de Spinoza quand il écrit l'éthique. On sait, en gros, en quoi consiste l'éthique. Hein, c'est un discours qui n'est pas à confondre à la morale. Hein. Ça serait vraiment intéressant aujourd'hui que tous ceux qui parlent d'éthique, hein, même en se targuant d'être experts, reviennent à l'éthique de Spinoza, parce que l'éthique de Spinoza, ce n'est pas simplement une morale sans Dieu ou une morale laïque ou une sorte de morale convenue contractuellement entre des acteurs. L'éthique, c'est vraiment une pensée des sujets que nous sommes, au sens de la condition humaine, en tant que nous sommes des êtres de relation. Nous ne sommes pas, contrairement à ce que laisse entendre le libéralisme ambiant, des espèces d'entités une, fortes d'elles-mêmes, dans un premier temps, qui, dans un deuxième temps, nouent des rapports, des contrats, des partenariats, des ententes, mais nous sommes d'emblée tissés de relations. Notre condition est relationnelle. Et ce qui intéresse Spinoza dans l'éthique, c'est de penser le rôle de la raison dans l'élaboration et la culture de ces relations-là. Bon. Maintenant, pourquoi penser au traité de l'autorité politique plutôt qu'à l'éthique? C'est qu'en fait, le traité de l'autorité politique pousse ce raisonnement-là à l'échelle de la vie publique. Et j'ai l'impression que c'est à ça, au fond, que se destine Spinoza, plus qu'à une sorte de livre qui peut aujourd'hui passer comme un ouvrage sophistiqué de pensée positive et de psychologie populaire. Mais au contraire, je veux dire, Spinoza, au-delà de la question plus individuelle qui se pose, je dirais plus à titre d'exemple et de démonstration dans son œuvre première, développe une pensée de la politique en tant que la politique consiste à réfléchir sur une grande échelle à ces enjeux-là, à savoir comment nous sommes des êtres de relation à l'échelle de toute une collectivité et comment la raison a un rôle à jouer là-dedans. Bon. Et là, il reprend des considérations où il annonce des considérations selon où on le situe dans le temps par rapport à qui. Hein, il reprend ou il annonce des considérations très classiques dans les traités de l'État, à savoir en quoi un État finalement est un principe de réalité et d'autorité par rapport à des passions, par rapport à des comment il appelle ça, des désirs aveugles, il dit. Bon, ça c'est vieux comme Hobbes, c'est vieux comme Rousseau, là, bon. Mais ce qui est intéressant chez lui, c'est il trouve un équilibre que je ne vois pas chez les autres entre cette nécessité de faire autorité par rapport à des sujets qui sont à être de passion et qui sont souvent déraisonnables, quoi. Bon, comment l'institution publique est une institution de la raison par rapport aux passions, mais comment les passions continuent et aussi comment, au fond, sur le plan de la vie démocratique,
comment les peuples continuent de nouer des rapports aux institutions qui doivent être bonnes, quoi. Donc, on a d'une part un Rousseau qui va penser l'institution politique comme étant le pur reflet d'une volonté démocratique, hein, et on a d'autre part un Hobbes qui, au contraire, va penser l'État, le Léviathan, le monstre, comme mangeant ses enfants au besoin, comme les envoyant à la guerre, comme les dominants. En leur faisant peur justement pour soit les pacifier, soit les mobiliser. Et chez Spinoza, on a un équilibre, je dirais, très, très, très fin et propre à sa propre démarche, là, entre deux positions comme celle-là. Évidemment, je suis anachronique en comparant des auteurs qui, en ce qui concerne Rousseau, viennent après lui. Et puis, de toute façon, il n'y a rien que je peux dire dans le temps qui m'est imparti qui soit satisfaisant. Mais il s'agit simplement de conclure en disant qu'il y a chez Spinoza, plus que dans tout autre traité politique qui nous permet de penser l'organisation civique et publique, un équilibre qui est présenté entre, d'une part, raison-passion, disons-le comme ça, et d'autre part, entre le peuple et ses institutions. Donc, le peuple dans sa volonté, sa détermination d'une part, et d'autre part, les institutions en tant qu'elles formalisent les règles du jeu, puis, et puis les modalités de fonctionnement de la vie collective.